Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un portefeuille qui serait pratiquement à l'épreuve des crashs boursiers. Le pratiquement est important ici parce que quand on investit, il y a toujours des risques. Donc, il n'y a rien qui est à l'épreuve d'un crash boursier totalement. Mais ce portefeuille-là, historiquement, a été conçu, je pense, en 1981 par un investisseur qui s'appelle, puis là, je me souviens plus de son nom, je ne le connaissais pas, c'était Harry Brown. Il a appelé ça le Permanent Portfolio. Puis il l'a conçu justement pour être capable d'être très, très stable. Et depuis les 38 ans de son existence, il a retourné à peu près le marché, mais la pire année qu'il a fait dans ces 38 ans-là, c'est en 2008, il a perdu 3 une année où le marché a perdu quand même un pourcentage important. Je ne sais pas c'est quoi la moyenne de perte, mais pour vous donner une idée, c'est quand même extraordinaire. Et il y a eu des résultats positifs pendant plusieurs années où le marché en général perdait. Donc, c'est à peu près ça. On va aller voir les titres qui composent. Essentiellement, ma source, c'est un article publié dans le Globe and Mail, s'appelle The Profitable ETF Portfolio Built to Survive a Market Crash. Et c'est le journaliste Andrew Hallam qui parle justement de ce portefeuille-là de Permanent Portfolio et qui y va de sa propre adaptation au marché canadien parce que le Permanent Portfolio a été conçu pour un investisseur américain qui a ses revenus, ses dépenses en dollars américains. Donc, pour l'adapter, il est arrivé avec une liste de 5 titres qu'il compose. Je vais aller sur le premier titre, puis ensuite, je vais parler un peu plus de la logique derrière ce portefeuille-là. Je prends l'application Hard Bacon et j'entre le premier titre qui est le Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF. Essentiellement, on prend les 200 plus grosses capitalisations cotées à la Bourse de Toronto et on s'expose dans le fond au marché de l'équité au Canada. Donc, voici le premier titre. Et ce qui est important de mentionner ici, c'est qu'on va mettre seulement 12,5 de ce portefeuille permanent adapté au Canada dans ces titres-là. Donc, quand même, on parle d'un portefeuille qui est beaucoup moins exposé que la normale à l'équité, justement parce que l'équité est plus volatile quand le marché boursier crash, c'est eux qui crachent le plus. Donc, on va chercher 12,5 dans ce FNB-là. Ce qui est intéressant de regarder, toujours quand on investit dans les FNB, c'est les frais. C'est les frais de gestion, dans le fond, qu'on paye sur la totalité de notre investissement dans ces fonds-là. Donc, dans ce cas-là, c'est 0,05 ce qui est relativement bas. Bien entendu, comme on est exposé au marché canadien, mais les grandes banques canadiennes se retrouvent en haut de la liste des plus grosses positions de ce fonds-là. Donc, rien d'étonnant ici. Donc, 12,5 dans VCN, donc les grandes compagnies canadiennes. On va chercher, en fait, le portefeuille a 25 d'équité, donc 25 d'actions. Donc, on va aller chercher un autre 12,5 dans un fonds qui s'appelle VXC. VXC de la Bourse de Toronto. Et boum, je tombe dessus. VXC, essentiellement, c'est un FNB canadien qui a été conçu justement pour s'exposer à l'équité internationale, à l'exception du Canada. Donc, ça nous permet de faire, pour les gens qui bâtissent des portefeuilles, ça nous permet de dire, OK, bien, il y a la moitié canadien, la moitié reste du monde. Ça ne sert à rien d'avoir un FNB mondial où il y en aura un autre pourcentage qui vient du Canada. Donc, c'est plus simple justement pour construire son portefeuille. Frais de gestion un peu plus élevés à 0,25 actifs sous gestion de 850 millions, donc c'est un peu plus petit comme portefeuille. Et essentiellement, on se retrouve avec, dans le portefeuille, on a 50 qui est le Vanguard Large Cap Index ETF. Et ensuite, on va trouver d'autres fonds Vanguard. Donc, les frais un peu plus élevés s'expliquent parce que c'est un FNB dans lequel on trouve d'autres FNB. Mais ça nous permet de s'exposer au monde de manière très simple. Pour monsieur, madame, tout le monde, 5 titres pour un portefeuille, c'est assez facile à gérer. Si on gérait des fonds institutionnels, on irait probablement chercher les composantes. On n'utiliserait pas ce FNB-là. Mais en termes de frais, ça va être plus économique probablement de faire ça. Ensuite, là, on a rendu 25 d'équité. Ensuite, il y a 100 dans un portefeuille, bien entendu. Donc, on va aller chercher un autre 25 dans des obligations à long terme. Donc, dans ce cas-là, on va aller dans le fonds XLB. Pourquoi il ne sort pas? XLB iShares
Donc, Canadian Long-Term Bonds. Donc, encore une fois, on ne s'expose pas au risque de change. On est vraiment dans les obligations canadiennes. Et essentiellement, on est dans des obligations du gouvernement du Canada, l'Ontario, Québec, peut-être d'autres provinces aussi. Ça, c'est juste le top. Les positions les plus importantes. Donc, c'est un investissement, bien entendu, conservateur pour s'exposer au marché obligataire. Et ce qu'il faut comprendre aussi, l'importance des obligations qui retournent pratiquement rien aujourd'hui, on s'entend, c'est qu'en situation de crise économique, les gouvernements ont tendance à baisser les taux d'intérêt, ce qui fait en sorte que les obligations, leur valeur augmente sur le marché. Donc, c'est un bon moyen de se protéger contre une crise d'avoir une partie obligataire. Donc là, on est rendu à 50 25 là-dedans, 25 dans les deux autres fonds d'équité. La troisième partie, originellement, le portefeuille permanent de Harry Browne avait donc 25 d'équité, 25 d'obligations à long terme et un autre 25 de cash, donc d'argent liquide. Et là, le journaliste là, qui présente la version canadienne dit, ben, en 1981, les taux d'intérêt étaient très élevés, donc ça avait beaucoup de sens d'avoir de l'argent liquide dans un portefeuille. Aujourd'hui, les taux sont beaucoup plus bas. Dans le fond, on ne gagne rien. C'est quasiment fou d'avoir beaucoup de cash dans un portefeuille. Donc, lui, il suggère de prendre ce 25 %-là de cash dans des obligations à très court terme. Donc, il va chercher ça dans un FNB qui s'appelle iShares Core Canadian Short-Term Bond. Donc, c'est XSB. Et essentiellement, ces obligations-là sont à court terme, donc ça agit beaucoup comme la liquidité. C'est-à-dire, si quelqu'un voudrait prendre son capital et en faire quelque chose, mais ces titres-là sont très peu volatiles et c'est presque de l'argent. On parle quasiment de quasi-liquidité. Mais au moins, on va chercher peut-être un petit taux d'intérêt. Donc, au niveau des frais de gestion, on est plus bas à 0,09. Et là, on a des obligations. Canada, SR, je ne sais même pas c'est quoi pour être honnête, mais c'est des obligations à très court terme, honnêtement. C'est des valeurs sûres. Et l'idée, c'est que ça rapporte un peu plus que de l'argent liquide. Et là, on est rendu à 75 %. On avait dit 25 équité, 25 obligations à long terme, 25 obligations à court terme. Pour couronner le tout, ceux qui écoutent le live, je serais curieux de savoir si vous savez dans quoi on met l'autre 25 si on veut se protéger justement d'une crise économique. Ceux qui m'écoutent ont peut-être l'idée à l'oreille ou sur le bout de la langue. On parle d'or. L'or moi, je ne suis pas un grand fan d'or parce que ça ne génère aucun flux de trésorerie. C'est comme si on achetait un morceau de pierre brillante qui brille. Mais historiquement et depuis des millénaires, c'est une valeur refuge. Quand il y a de la volatilité dans les marchés, les gens se replient sur l'or. Il n'y a aucune garantie que ça va toujours être vrai. Mais historiquement, ce l'est. Et le FNB là, qui a été choisi pour représenter l'or, ce n'est pas un FNB qui investit dans des compagnies minières d'or, c'est vraiment un FNB qui investit carrément dans de l'or. Ultimement, 100 du portefeuille est exposé à un truc qui s'appelle Gold Bullion Commodity. Donc, dans le fond, on achète des Gold Bullion, des barres d'or. Probablement qu'ils payent un entrepôt pour les conserver légalement avec de l'assurance et tout ça. Mais essentiellement, on investit dans l'or. Frais quand même un peu plus élevés à 0,5 % parce qu'on investit dans une commodité. Et essentiellement, on est rendu à 100 % d'un portefeuille qui devrait quand même se comporter mieux durant une crise économique. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand il va y avoir une crise économique. Et ce qui est intéressant, du moins des résultats historiques, parce que rien n'indique que les résultats historiques d'un fonds ou d'une théorie d'investissement vont se reproduire dans le futur. Mais ce qui est intéressant au niveau de cette théorie-là, c'est que durant les 36 ans, entre 1983 et 2019, le rendement moyen était de 7,79 %. Donc, ça a quand même retourné un peu moins que les marchés boursiers en général, mais étonnamment, ça a quand même bien retourné par rapport à la toute petite partie qu'il y a d'équité dans ce fonds-là. Donc, je vous invite si vous ne vous souvenez plus des proportions, je vous invite à aller voir l'article de Profitable ETF Portfolio Built to
survive a market crash. Puis de toute façon, dans les commentaires, j'ai les titres boursiers dont je vous parle aujourd'hui. Et si vous voulez, si vous investissez en bourse, je vous invite à télécharger RBakin sur Google Play, l'App Store, super application. Si vous avez commencé à investir, je vous invite à aller sur rbacon.ca/Desjardins. On a une super offre avec Desjardins courtage en ligne qui contient des transactions gratuites, abonnement à l'app, cours en ligne sur l'investissement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée.